Donc là, j'accélère à fond. It's just you, me and the odds. We stuck together, we two peas in a pod. You dealt a bad hand, I'm there seizing the cards. We'll never be separated till we seeing the gods. We've been low together, high forever. Long as we go together, we'll die whenever. Be a light, couldn't let the darkness try you ever. Truth in my word, you I lie to never. And when the world gets a little too hard, wipe your eyes, put away. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques mois, je vous ai fait l'essai de l'Audi e-tron GT, la première berline 100% électrique du constructeur d'Ingolstadt. Cette semaine, je vous présente sa version la plus sportive, la RS e-tron GT avec un moteur qui dépasse les 600 chevaux en mode overboost. Comme à mon habitude, dans cet essai, je vais vous présenter ses caractéristiques extérieures, intérieures et enfin, je vous donnerai mon avis sur son comportement routier. Mais avant ça, on va faire un essai longue distance pour relier Paris à Perpignan, aller-retour, soit environ 2000 km, surtout que sur place pour réaliser l'essai et vous donner mon avis sur cette version très sportive de l'Audi e-tron GT, on a roulé dans la région des Pyrénées-Orientales. Donc environ 2500 km en tout, pour vous montrer qu'on peut faire de longues distances, qu'on peut voyager, qu'on peut partir en week-end et qu'on peut surtout partir en vacances assez loin avec une berline 100% électrique. Sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Pareil sur notre compte Instagram, Le Vendeur Automobile. On y diffuse du contenu exclusif. Je vous invite vraiment à vous abonner. Allez, c'est parti. Petit bilan de cette journée d'hier avec un trajet de quasi 800 km entre Paris et Perpignan. Pour ma part, c'était la première fois que j'effectuais avec une voiture 100% électrique un trajet aussi long. C'était aussi la première fois que j'effectuais avec une voiture non Tesla une longue distance. Donc là, c'était un vrai défi. C'est vrai que lorsqu'on a une Tesla, on bénéficie d'un réseau de recharge qui est assez étendu. Et lorsqu'on n'est plus sur une Tesla, on a une tendance à avoir beaucoup d'appréhension alors qu'il ne faut pas du tout en avoir. En tout cas, c'était mon cas. Je ne pensais pas du tout pouvoir relier Paris à Perpignan sans encombre. Et je me suis bien gouré, je dois vous avouer. Alors, pour m'aider dans ce trajet, moi, je n'ai pas l'habitude de me recharger sur des bornes Unity, d'autres bornes, de types de bornes moins puissantes, etc. J'ai utilisé une application, avis à ceux qui souhaitent passer à l'électrique ou qui ont déjà des voitures électriques et qui souhaitent faire de longs trajets. Cette application s'appelle Better Route Planner. En gros, vous rentrez votre lieu de départ, votre lieu de destination, et là elle va vous indiquer en fonction du modèle de voiture électrique que vous avez. Donc en gros, vous rentrez dans l'application ou sur le site internet, départ, arrivée, type de voiture, et ensuite elle va vous donner le chemin et l'itinéraire le plus optimisant pour vous et votre type de batterie. Donc ça c'est super bien. Alors cette application elle a forcément une tendance à être assez pessimiste sur votre capacité de recharge et le niveau de batterie de votre voiture. Donc elle est extrêmement prudente. Preuve en est, sur le trajet que je lui indiquais que j'allais faire avec cette e-tron GT RS, elle m'a indiqué 6 points de recharge entre Paris et Perpignan. Alors ce qui est assez drôle, c'est que moi j'avais beaucoup d'appréhension sur autoroute. À 130 km/h, je consommais exactement 20,2 kWh au 100 km. Je vous rappelle que la batterie sur la RS e-tron GT a fait 94 kWh. Donc vous pouvez mathématiquement faire plus de 400 km à 130 km/h. Alors après, j'avais des conditions climatiques qui m'aidaient pas mal. Il faisait quand même 27 degrés hier. Donc ça aussi, ça joue sur l'autonomie de votre véhicule électrique. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que déjà, toutes les bornes Unity, elles ont fonctionné. Avec tout de même quelques petits problèmes, puisque la première borne à laquelle je me suis arrêté, qui n'était pas une borne Unity d'ailleurs, c'était dans une station Total, pour ne pas les citer, là il y avait une des deux bornes qui ne marchait pas, et d'après le directeur de la station, ça faisait plus de 3 semaines qu'elle ne fonctionnait plus, donc en gros il n'y avait qu'une seule borne de disponible. Là je me suis arrêté 55 minutes pour recharger environ 45% de la batterie, ce qui n'était pas très rapide. Honnêtement, j'ai perdu du temps parce que j'en avais vraiment pas besoin. J'ai dû m'arrêter 70 km après
encore une fois selon l'application Better Route Planner pour me recharger cette fois-ci sur une borne Unity. Et là, j'ai vu l'efficacité de la borne Unity. C'est vrai que c'est magique, hein. Donc en gros, vous parquez votre voiture, vous ouvrez votre prise de recharge, vous connectez le câble Unity à la voiture, vous badgez avec votre badge. En l'occurrence, j'avais le badge que m'a fourni Audi France. Et puis là, la recharge commence. Vous allez dans la station, vous prenez un café, vous envoyez quelques emails, il se passe 20-25 minutes et là, votre batterie est rechargée à entre 80 et 95% sans aucun souci. Moi, le plus bas de batterie que j'ai eu, c'était 22%, et pour passer de 22 à 80%, j'ai mis exactement 21 minutes. Donc en gros, pour faire un Paris-Perpignan, 3 stops m'auraient largement suffi. C'est juste que j'ai été très prudent, donc j'ai fait attention à bien avoir à chaque fois assez d'autonomie pour relier la borne d'après. Mais je sais que là, lorsque je vais remonter de Perpignan à Paris, là, pour le coup, je vais que faire 3 recharges sur de la Unity et j'arriverai à Paris sans encombre à 130 km/h compteur. Ça aussi, c'est un point important parce que souvent, quand on dit qu'on fait de l'autoroute et des longues distances avec des voitures électriques, on se dit à chaque fois, mais ouais, mais il faut rouler à 100-110 km/h maximum, faut couper la clim, etc. Alors moi, je vous dis, j'étais en mode confort et dynamique. J'ai fait toutes les sorties de péage à fond, donc j'étais pied à fond dans l'accélérateur. La climatisation à fond, j'étais même pas en éco. On était quand même 2 gaillards de 100 kg dans la voiture. Il y avait des bagages, il y avait du matériel photo. Enfin, la voiture était vraiment chargée. Donc, j'ai pas ménagé l'autonomie et je me suis un petit peu mis en mode efficiency, c'est vrai, pour notamment relier les différentes bandes de recharge. Mais ça n'a pas trop d'incidence lorsque vous roulez à 130 km/h, si ce n'est sur la capacité de régénération au freinage. Mais bon, vous ne freinez pas beaucoup lorsque vous êtes sur autoroute, surtout qu'hier, il n'y avait pas beaucoup de monde sur la voie qu'on a empruntée. Donc le bilan est super positif. J'étais pour ainsi dire assez dubitatif sur la capacité de cette voiture à faire une très longue distance en n'ayant quasi rien préparé, hein. J'ai juste regardé l'application la veille au soir. Je l'ai fait les doigts dans le nez. Ça, c'est vraiment un bon point. Aussi, autre bon point sur cette voiture, c'est qu'elle recharge très vite. Et puis elle accepte jusqu'à 250 kW de puissance en termes de recharge. Donc ça, c'est vraiment colossal. Et lorsque vous arrivez sur des bornes Unity qui rechargent, parce qu'il y a des bornes Unity qui rechargent plus vite que d'autres, là vous bénéficiez de cette capacité à recharger fort et forcément vous rechargez plus vite que d'autres voitures. Donc on peut voyager en voiture 100% électrique en 2021, que ce soit en France mais aussi dans le reste de l'Europe, parce que le maillage Unity est aussi assez significatif en dehors de la France. Donc on peut utiliser ces voitures au quotidien, il faut juste adapter son type d'utilisation et surtout anticiper ses voyages avant de partir. Ça reste encore une petite différence avec le thermique. Je viens d'arriver, donc au retour, un Perpignan-Paris. Je suis parti à 10h50. Je vous mets les imprimés écrans en insert. Donc 10h50 de Perpignan. Là, je viens d'arriver, 21h07 exactement. J'ai fait que 3 arrêts. Et la bonne nouvelle, c'est que sur le dernier arrêt, on m'indiquait 288 km de distance. Je me suis rechargé à une borne Unity. J'avais 380 km d'autonomie annoncée. Et là, il me reste, après avoir effectué ces 288 km, 125 km exactement. Je vais vous montrer. Regardez, 125 km. J'étais à 20,9 kWh au 100 km. J'ai roulé à 130 km/h tout le long. Et la consommation, elle est montée jusqu'à 22 kWh au 100 km. Et regardez, j'ai effectué un parcours au total sur tout ce périple, dans toute cette vidéo, de 2743 km. Sur l'extérieur, commençons par la face avant. Un toit en polymère renforcé en fibre de carbone, ça c'est une option à 4 600 € qui équipe notre modèle d'essai. Et sachez que de série, vous aurez un toit panoramique en verre. Sur le pare-brise, un vitrage acoustique athermique, encore de série. Et en option, là vous pourrez opter pour un vitrage acoustique confort climatique. On retrouve l'ADN d'Audi dans le design sur l'avant de cette voiture, avec une ressemblance assez évidente
avec le Porsche Taycan, avec lequel elle partage la même plateforme, la plateforme PPE. On a ces galbes assez prononcées sur les côtés, mais je trouve le design plus doux, plus léger, plus profilé que sur le Porsche Taycan. Les projecteurs, alors ça aussi c'est une des grandes qualités au niveau du design sur cette voiture. On a des projecteurs Matrix LED de série et vous pourrez en option pour 5 600 € opter pour des feux matriciels à LED avec la lumière laser Audi. Juste en dessous de ces projecteurs, on retrouve des écopes latérales qui sont en fibre de carbone sur notre modèle d'essai. Ça, c'est inclus dans le pack extérieur en carbone qui est facturé 5 300 €, qui comprend aussi d'autres éléments sur la partie latérale et sur la partie arrière de la voiture. Une calandre single frame qui est pleine. Vous pourrez la voir en couleur carrosserie pour 430 €. Et vous l'avez peut-être remarqué, le logo Audi est aussi en noir brillant. Ça, c'est inclus dans le pack extérieur noir brillant. On a ces lamelles aérodynamiques horizontales juste ici et sachez que l'e-tron GT est équipé d'un système de réglage des prises d'air qui est dynamique et qui permet de faire fluctuer en fonction du besoin du véhicule l'entrée d'air pour venir notamment refroidir le système électrique et aussi le système de freinage. 5 modèles de jantes sont proposés avec des tailles qui varient de 20 à 21 pouces. Sur notre modèle d'essai, on a des jantes assez profilées qui font une taille de 21 pouces avec un design qui permet lui aussi d'améliorer la circulation de l'air et donc la pénétration de l'air de cette voiture et par conséquent son coefficient de pénétration dans l'air. Vous en doutez. Autre élément, on a ici une prise de recharge. Vous en avez en fait de chaque côté. Alors la prise du côté droit, elle permet de recharger sur des prises de type CHAdeMO, donc des prises à haute performance comme les bornes de recharge Ionity dont je viens de vous parler. Sur le système de freinage, alors de série, vous avez un système de freinage avec des disques de frein qui sont en fonte, avec un revêtement en carbure de tungstène qui sont pincés par des étriers de frein à 10 pistons à l'avant. Vous pouvez pour 600 € choisir la couleur des étriers de frein, donc soit rouge, soit orange. Et en option, vous pourrez opter pour un système de freinage en carbone céramique. Je vais y revenir en détail sur la partie de l'essai routier. Là, ce sera 10 500 €. Vous aurez 2 séries avec ce système de freinage en carbone céramique, des étriers de frein qui sont de couleur grise, et vous pourrez aussi les avoir en bleu et en rouge. Autre élément à noter, alors, avec ce fameux pack extérieur en fibre de carbone, vous aurez les coques de rétroviseur en fibre de carbone et aussi les bas de portière en fibre de carbone. Et les bas de caisse, eux, ne sont pas en fibre de carbone, ils sont en noir brillant. On a une ceinture de caisse qui est assez marquée sur cette voiture, sur l'arrière et sur la partie avant, lorsqu'on regarde cette voiture de côté, qui lui donne vraiment un côté très agressif avec des galbes ultra marquées, surtout sur la partie arrière. Lorsqu'on regarde cette voiture de l'arrière, on a l'impression de voir une supercar des années 80. D'ailleurs, elle fait vraiment tourner les têtes. Autre élément à noter, on a les encerclements de fenêtres qui sont en noir brillant. Le vitrage Privacy. Le vitrage Privacy, ça contient les vitres arrière et la lunette arrière qui sont surteintées. Ça permet d'éviter le réchauffement dans l'habitacle et surtout, ça vous protège des regards indiscrets. Et sachez que pour 850 €, vous pourrez opter pour un vitrage acoustique. Les 2 prises de recharge sont situées derrière les roues avant. Donc, comme je vous l'indiquais, celle de droite, c'est celle qui vous permet de vous recharger sur des bornes à haute performance. Elle a une capacité de charge maximum de 270 kW, donc en gros vous pouvez récupérer environ 100 km d'autonomie en 5 minutes. Et vous pourrez passer de 5% à 80% de charge de votre batterie en moins de 25 minutes. Donc ça, je l'ai vraiment vérifié sur les bornes de recharge Ionity. Alors les stations de recharge Ionity, il n'y en a pas beaucoup en France, on en compte 70. L'avantage, c'est qu'à chaque fois, vous avez plusieurs bornes de recharge dans chaque station Ionity, donc j'en ai compté en moyenne entre 4 et 8. Il y avait certaines stations qui en contenaient même 12. Elles ne marchent pas toutes, c'est aussi ce que j'ai pu constater pendant mon périple, mais vous pourrez toujours vous recharger assez facilement et surtout hyper rapidement. La possibilité existe aussi de recharger via une prise domestique. Là, dans le lieu où je me trouve, je peux me recharger sur une prise domestique. Il n'y a pas de borne de recharge spécifique. Là, attention, vous avez une batterie qui fait plus de 90 kWh. Donc là, pour la recharger sur une prise domestique, ça vous prendra plusieurs jours. Mais pour recharger quelques dizaines de kilomètres, en une nuit, moi, je récupère entre 60 et 65 km en moyenne via une prise domestique, ça pourra toujours vous dépanner. Et sachez qu'avec l'e-tron Charging Service, vous avez accès à plus de 200 000 points de recharge à travers l'Europe. La partie arrière, perso, c'est ma partie préférée sur la RS e-tron GT. Je la trouve agressive,
imposante, massive, bestiale. Elle a vraiment tous les qualificatifs les plus fous. On a un béquet arrière aérodynamique et ajustable, logo en noir brillant, et ce bandeau lumineux à LED qui prend toute la largeur avec une cinématique lumineuse bien particulière, digne d'un film de science-fiction. Et ça, on le voit surtout lorsque vous êtes dans l'obscurité. On a bien évidemment le sigle RS qui désigne la motorisation de ce modèle. Et tout en bas, le diffuseur, il est identique à l'e-tron GT que je vous avais déjà présenté, sauf que sur notre modèle d'essai, on a la partie supérieure qui est en fibre de carbone. Sachez une chose, c'est que malgré son couple de 830 Nm, vous n'avez pas en option la possibilité de prendre un dispositif d'attelage. Dans cette configuration, vous avez sur la version RS 350 litres d'espace dans le coffre. Je vous rappelle que sur la version standard, vous avez 55 litres de plus puisque l'espace culmine à 405 litres. A noter qu'il n'y a pas de roue de secours forcément avec des roues de 21 pouces. Un léger rangement sous le plancher du coffre est disponible. Une prise 12 volts et vous avez 2 rangements latéraux assez profonds. Bien évidemment, l'ouverture et la fermeture du haillon sont électriques. Concernant sa motorisation, vous avez 2 moteurs électriques synchrones, un sur l'essieu avant et un sur l'essieu arrière. Sur l'essieu avant, il développe 238 chevaux et sur l'essieu arrière, 456 chevaux. Les puissances de ces 2 moteurs ne se combinent pas, attention, car Audi a souhaité qu'il y ait une réserve de puissance pour les situations extrêmes afin de permettre de remettre le véhicule dans sa voie. La puissance combinée, elle s'élève à 598 chevaux pour 830 Nm de couple. 830 Nm de couple, c'est juste considérable pour ceux à qui ça ne parle pas. C'est quasi autant que sur un Lamborghini Urus, c'est dire, qui est équipé d'un V8 qui développe 650 chevaux. En overboost, la puissance, elle peut monter jusqu'à 646 chevaux. Transmission quattro, bien évidemment. Et sur l'essieu arrière, on a une transmission à 2 vitesses. La première vitesse, elle va servir au launch control et pour les accélérations très véloces. Et la seconde vitesse, elle, sert pour l'efficience du véhicule. Au niveau des performances, bon là, on rentre clairement dans la catégorie des supercars. Le 0 à 100 km/h, il est abattu, écoutez bien, en seulement 3,3 secondes et elle atteint 250 km/h en vitesse de pointe. Et la vitesse max est bridée sur cette voiture. Concernant l'autonomie, elle est annoncée en cycle WLTP à 465 km par le constructeur d'Ingolstadt. Alors moi j'ai constaté sur autoroute une autonomie, je ne suis pas allé jusqu'à la panne, mais d'environ 380 km à 400 km à une vitesse comprise entre 122 et 128 km/h. Et en ville, on peut en effet, si on a le pied très léger en mode efficiency, dépasser les 400 km, mais là vraiment il faudra pas du tout enfoncer la pédale de droite. Un prix de base de 183 000 € avec toutes les options qu'elle contient pour notre modèle d'essai. Faut pas oublier que c'est une voiture électrique, donc il n'y a pas d'émission de CO2. Vous ne paierez pas l'immatriculation de malus écologique. Et chaque année, si vous êtes un professionnel et que vous achetez une RS e-tron GT sur votre société, vous n'aurez pas à acquitter la taxe sur les véhicules de société. C'est quand même un avantage assez considérable. Et pour finir, sachez qu'également, vous avez une plus grande déductibilité des amortissements sur une voiture 100% électrique. Il est important de savoir qu'elle ne bénéficie pas de bonus écologiques puisque son prix dépasse les 60 000 € et en 2021 en France, je vous le rappelle, vous pouvez bénéficier d'un bonus si votre voiture coûte en neuf moins de 60 000 €. Place maintenant à l'intérieur avec les places arrière. 2 séries sur la RS e-tron GT, vous aurez une sellerie avec une combinaison simili-cuir tissu ou sinon simili-cuir microfibre Dynamica. Et en option pour 2050 €, c'est le cas sur notre modèle d'essai, là vous pourrez opter pour une sellerie en cuir perforé avec des surpiqûres contrastées qui sont de couleur rouge sur notre modèle d'essai. On a ces magnifiques couleurs de ceinture. Je trouve que ça lui va très bien, surtout il y a le rappel avec les surpiqûres contrastées, c'est très joli. Un tunnel central assez présent, avec 2 prises USB-C qui sont cachées, qu'il est difficile de voir juste ici, au niveau de la place centrale. Climatisation réglable, avec les bus d'aération qui sont orientables. 2 séries, vous avez le chauffage programmable avec l'application MyAudi. Sachez-le, ça c'est un excellent point. On est très bien maintenu à l'arrière, surtout pour les places à gauche et à droite. La 3e personne au centre, on sera quand même sur une banquette qui est relativement dure et ferme. Donc on privilégiera vraiment les places de droite et de gauche.
Autre point important, on a, il est vrai, des sièges avant avec une coque enveloppante pour les passagers avant, mais du coup, qui empiète un tout petit peu sur l'habitabilité, sur les places arrière. Mais Audi a bien pensé la chose, puisqu'il y a ce renfoncement juste ici qui vous permet de caler vos genoux assez aisément. Point important, comme je vous l'indiquais, il n'y a pas de toit ouvrant panoramique. Le toit est juste panoramique, et ça c'est de série. Sur notre modèle d'essai, comme on a le toit en PRFC, en polymère renforcé en fibre de carbone, il n'y a pas de toit panoramique. Le ciel de pavillon, il est en tissu noir de série, et en option, pour 2350 €, vous pourrez opter pour un ciel de pavillon en microfibre Dynamica. C'est le cas sur notre modèle d'essai. Je trouve que ça lui rajoute une touche d'exclusivité supplémentaire. Même constat sur les contreportes. À l'avant, on a cet insert en fibre de carbone qui finit la ligne splendide des contreportes. Perso, je suis vraiment fan. Entre le cuir, la fibre de carbone et la microfibre Dynamica, juste ici, Audi a vraiment poussé la personnalisation jusqu'au bout. C'est un excellent point. Système audio Bang & Olufsen Premium Sound System avec son 3D de série. Le système audio est excellent sur cette voiture. On a des seuils de portes rétroéclairées RS juste ici avec de la fibre de carbone, toujours. Un pédalier en acier inoxydable avec du caoutchouc. De série, vous avez des sièges Sport Plus à l'avant avec logo RS en dessous de l'appui-tête intégré. Et en option, pour 2500 €, vous pourrez opter pour des sièges Sport Pro. En option, les sièges massants sont disponibles et les sièges électriques avec fonction mémoire chauffant et ventilé sont de série. Un volant en cuir multifonction à contour Sport 3 branches avec un méplat, le sigle RS juste en bas. Il sera en Alcantara sur la finition S Advance. Alors, on a le volant chauffant et le réglage électrique du volant qui sont de série, sachez-le. On retrouve bien sûr à la disposition des commandes des autres voitures du groupe. Donc sur la droite, vous pourrez régler le volume, changer la playlist, répondre à ses appels téléphoniques. Et aussi, vous avez la commande vocale. Et sur la gauche, là vous pourrez naviguer dans l'écran d'instrumentation Audi Virtual Cockpit Plus d'une taille de 12,3 pouces qu'on retrouve également sur beaucoup de modèles du constructeur d'Ingolstadt. En bas à gauche, le régulateur de vitesse adaptatif, qui est pour le coup hyper simple à utiliser. On a des palettes en alu brossé de part et d'autre qui vous permettent d'influer sur la force de régénération au freinage. Donc en gros, lorsque vous mettez plus ici, vous allez être en roue libre, et lorsque vous mettez moins ici, là vous allez avoir une force de récupération qui va être accentuée, et donc vous allez pouvoir récupérer de l'autonomie lorsque vous n'accélérez pas et vous laissez la voiture avancer toute seule. L'affichage tête haute est disponible pour 1700 €, il est sur notre modèle d'essai. On a l'assistant de vision nocturne qui est disponible pour 2600 €. On a l'avertisseur de franchissement de ligne et l'Audi Presence Front qui sont de série. Autre point, on peut bien sûr changer l'affichage qui est entièrement personnalisable, comme sur beaucoup d'Audi d'ailleurs, toutes les Audi équipées du Virtual Cockpit. Des inserts décoratifs en vernis fin argenté palladium ou gris graphite qui sont de série, et vous pouvez en option avoir soit du bois de noyer gris brun pour 900 €, ou sinon, comme sur notre modèle d'essai, du carbone Atlas Mat, ça ce sera 1500 €. On a l'inscription e-tron ici qui est rétroéclairée. Vous pouvez choisir les coloris d'ambiance dans la voiture en allant dans le menu juste ici, dans véhicule, éclairage et visibilité, et là dans éclairage d'ambiance, vous avez énormément d'ambiance, de couleurs qui vous sont proposées. Vous pouvez même régler l'intensité de la luminosité. L'écran du système d'infodivertissement, c'est le MMI Navigation Plus qui fait 10,1 pouces. On a le retour haptique. Le retour haptique, c'est le sens du toucher, je vous le rappelle. On a l'Apple CarPlay et l'Android Auto qui marche plutôt bien. Regardez l'Apple CarPlay, c'est super réactif. Il n'y a pas de latence dans l'écran. On a tout qui s'affiche immédiatement. Ça aussi, ça participe à l'expérience de conduite à l'intérieur de cette voiture. Juste en dessous, l'ensemble des commandes pour la climatisation et le chauffage du véhicule, pareil. Alors, je vous en ai parlé dans l'essai de l'Audi R8, par exemple, la disposition des commandes et le design des commandes de clim et de chauffage était splendide. Là aussi, on voit toujours un réel travail de la part d'Audi sur les panneaux de commande. On a, pour le coup, une disposition assez atypique des bus d'aération qui sont en dessous du panneau de commande de clim et de chauffage. Alors heureusement, on a une autre buse d'aération qui est tout en haut de la console centrale et du tableau de bord, et qui pallie justement à l'air
qui va être projeté sur le haut de votre buste et de votre tête. En dessous, ici vous avez le bouton du Drive Select dont je vous parlais, donc qui vous permet de choisir les différents modes de conduite. Là, vous pourrez, avec cette commande, activer la recherche de place automatique, car cette voiture a une fonction qui vous permet de vous garer automatiquement, que j'ai testé à plusieurs reprises. Mais attention à vos jantes, moi à 2 reprises, la roue s'est arrêtée sur le trottoir. Et en fait, ça arrête complètement la manœuvre automatique. Après, à d'autres moments, ça a très bien marché. Je pense que ça dépend de beaucoup de paramètres pour que ça fonctionne correctement. Donc en gros, vous activez ce bouton, la recherche automatique, et ensuite, vous activez le parking avec le bouton P que vous devez enfoncer. Et là, vous n'aurez pas à agir sur votre direction ni sur les pédales de frein et d'accélérateur. Le bouton Start and Stop pour mettre le moteur en route, frein de parking électrique, le sélecteur de vitesse. On n'a plus un vulgaire sélecteur de vitesse qui fait 10 cm de haut. Décidément, ça aussi, c'est assez à la mode en ce moment. Une commande du volume qui est en fait tactile, un léger rangement juste ici. Et puis, là, si on descend un tout petit peu, on a un porte-gobelet juste ici avec un deuxième porte-gobelet un tout petit peu plus grand et un accoudoir central assez logeable dans lequel vous avez une prise USB-C. Maintenant à l'essai routier, le premier équipement dont je souhaitais vous parler, c'est la direction intégrale. C'est une option à 1700 € à l'équipe, notre modèle d'essai. En fait, le système est simple. Vous avez un entraînement par broche sur l'essieu arrière qui permet une rotation des roues jusqu'à 2,8 degrés lorsque c'est nécessaire. Donc bien sûr, ça fonctionne en fonction de la vitesse à laquelle vous roulez. Donc en dessous de 50 km/h, les roues arrière vont tourner dans le sens opposé des roues avant. Au-dessus de 80 km/h, elles vont tourner dans le même sens que les roues avant. Et entre 50 et 80 km/h, selon les situations de conduite, elles vont soit tourner dans le même sens, soit dans le sens opposé. Alors ça, pour le coup, c'est pas un gadget. On se rend compte facilement de son efficacité et de son intérêt lorsqu'on est en ville. Sur des manœuvres à basse vitesse, dans des parkings, des espaces étroits, la voiture elle braque très bien, malgré sa taille, elle frôle les 5 mètres, je vous le rappelle, avec un empattement qui est considérable. Quand j'ai vu le véhicule, je me suis dit que ça allait être vraiment difficile de manœuvrer ce monstre, parce que c'est un monstre, c'est vraiment une très grosse berline. Et en fait, je me suis complètement trompé, puisque avec ce système de roue arrière directrice, je vous en avais parlé dans l'essai de la dernière Mercedes Classe S, ça permet de faire passer des gabarits colossaux dans des trous de souris, ou presque. Donc ça, c'est à basse vitesse. Et à haute vitesse, malgré son poids, elle fait quand même 2,3 tonnes sur la balance à vide, donc avec 2 personnes, on arrive à 2,5 tonnes assez aisément. La voiture, elle braque super bien. Et surtout, ce système, ça vous permet d'améliorer la vitesse de passage en courbe et donc son efficacité et son dynamisme. Concernant les suspensions, on a les suspensions adaptatives qui sont 2 séries sur la version RS que je vous présente aujourd'hui. Alors ce sont des suspensions pneumatiques à 3 chambres qui permettent de régler la hauteur de caisse de 22 mm vers le bas et 20 mm vers le haut. Chaque chambre peut être désactivée ou activée individuellement en fonction du mode de conduite que vous aurez choisi. Et sachez également que ces suspensions pneumatiques, elles travaillent en collaboration avec les amortisseurs pilotés qui sont de série. Alors, là on a le poids, 2,3 tonnes sur la balance, comme je l'indiquais il y a quelques instants. On s'attend, sur chaussée dégradée, à avoir un amortissement assez ferme. On va dire que sur des routes avec peu d'aspérité, la suspension est parfaite. Là où moi j'ai pu la mettre en défaut, et ça c'est la faute des batteries, c'est difficile de faire mieux sur une voiture de 2,3 tonnes, c'est vraiment lorsque vous avez beaucoup de trous sur la chaussée, que vous approchez de zones de travaux. Là on sent véritablement la limite de la suspension pneumatique, mais c'est vraiment dans des situations extrêmes. Sinon sur route, là on est sur des très belles routes, dans les Pyrénées-Orientales. La route est extrêmement lisse. Là, on bénéficie d'un confort de GT. Contrairement au Porsche Taycan, je suis désolé de le comparer, mais ce sont des voitures qui ont la même plateforme et pas du tout la même philosophie. D'un côté, une berline sportive chez Porsche, et là, on a une véritable GT, une voiture de grand tourisme,
qui remplit très bien sa mission avec un amortissement extrêmement souple, extrêmement agréable. Même lorsqu'on hausse le rythme, vous pouvez vous mettre en mode dynamique et la voiture absorbe parfaitement les aspérités et les irrégularités de la route. Super boulot, d'autant plus que quand on connaît le poids de la voiture, quelle prouesse. Transmission intégrale quattro qui est de série et qui est électrique. Ça, c'est une spécificité de la e-tron GT. Il faut savoir que cette transmission, elle régule en quelques millièmes de seconde la répartition du couple entre l'essieu avant et arrière en fonction de la situation de conduite que vous rencontrez. Alors l'avantage de cette transmission intégrale quattro électrique, c'est qu'elle réagit 5 fois plus rapidement qu'une transmission intégrale mécanique. Alors, lorsque vous êtes en mode efficiency, c'est le mode qui vous permet d'avoir une récupération d'énergie qui est plus prononcée que sur les autres modes de conduite, la priorité elle est donnée à l'essieu avant. En revanche, si vous êtes en mode dynamique par exemple, qui est le mode le plus sportif, ou encore en mode individuel avec un réglage sportif, là en revanche vous aurez l'essieu avant et l'essieu arrière qui travailleront de concert. La motricité elle est excellente. On le remarque surtout lorsqu'on fait des départs arrêtés, par exemple au péage. Vous pouvez enfoncer la pédale de droite lorsque vous êtes en mode dynamique, mais il n'y a quasi aucune perte de motricité, ça en devient même très impressionnant. Il y a beaucoup de voitures très puissantes, par exemple les Ferrari, lorsque vous faites des launch control, je peux vous assurer que c'est difficile de ne pas faire patiner les pneus. Là sur celle-ci, c'est quasi impossible. Moi, sur une semaine d'essai, les seuls moments où j'ai pu voir la motricité en défaut, c'était sur des surfaces glissantes. C'est dire l'efficacité de ce système quattro électrique. Et puis, il y a aussi un blocage de différentiel sur l'essieu arrière, avec une plage de blocage qui s'étend de 0 à 100%, qui est entièrement variable. Là où on s'en rend compte assez facilement et rapidement, c'est sur des freinages d'urgence, ou sinon, lorsque vous roulez sur des chaussées humides, mouillées. Vous avez alors le verrouillage qui s'ouvre complètement et qui permet alors de freiner chacune des roues avec une très grande précision. Alors ça bénéficie bien évidemment à la stabilité de la voiture, à son efficacité et surtout à l'amélioration de la tenue de route du véhicule. On a 4 modes de conduite avec l'Audi Drive Select. Alors sur cette version RS, quelque chose de dommage, c'est que sur beaucoup de RS que je vous ai déjà présenté, notamment les hauts de gamme comme les RS6 et RS7 Sportback, vous avez un bouton RS sur le volant à ce niveau-là qui vous permet d'une simple pression de passer immédiatement dans un mode que vous avez configuré, les modes RS1 et RS2. Ça c'est pratique parce que par exemple lorsque vous êtes en mode confort et que vous souhaitez bénéficier d'un mode de conduite, d'un réglage de conduite hyper sportif et axé vers la vélocité, vous avez juste appuyé sur ce bouton. Et on ne l'a pas là sur la RS e-tron GT. Alors je sais, elle a plus une vocation de GT que de sportive, et c'est un petit peu dommage parce que c'est quand même une voiture qui a 646 chevaux en mode boost. Et de temps en temps, on a envie de bénéficier de cette puissance et surtout de cette tenue de route réglée et axée vers le sport. Alors, 4 modes de conduite. Le premier, c'est Efficiency. Alors, le mode Efficiency vous limite la vitesse max à 140 km/h. Donc ça, c'est pas mal pour votre permis aussi, lorsque vous êtes sur autoroute, par exemple. Donc, vous avez la vitesse qui est limitée. Et puis aussi, la voiture qui s'abaisse avec ses suspensions pneumatiques pour permettre une meilleure circulation de l'air et surtout une meilleure pénétration dans l'air. Ensuite, vous avez le mode confort, qui est le mode qu'on utilise quasi le plus. Et le mode dynamique, où là, clairement, on est axé vers le sport. Et enfin, vous avez un mode individual qui vous permet de régler tous les paramètres selon vos besoins de conduite. Alors, les modes de conduite, ils vont agir sur quoi? Ils vont agir sur la suspension, l'amortissement, la direction, la transmission, le moteur avec une meilleure réactivité moteur. Et enfin, ils vont agir sur le blocage de différentiel arrière, dont je viens de vous parler. Sur la tenue de route, alors, ce qui est vraiment marquant sur cette voiture, qui est lourde, encore une fois, je vous le rappelle, c'est le positionnement des batteries. Les batteries sont positionnées en fait dans le plancher, donc on a une excellente répartition des masses qui frôle les 50-50 sur cette GT. Et ce qui est assez drôle, là on est sur de petites routes de campagne avec à des moments des parties assez sinueuses et la voiture vire à plat.
lorsqu'on conduit par exemple une RS7 Sportback sur des zones qui sont par exemple assez sinueuses, on se rend facilement compte que le poids de la machine crée un phénomène de roulis et un phénomène de tangage assez prononcé. C'est pas du tout le cas sur la RS e-tron GT. C'est une voiture qui vire complètement à plat. On prend facilement confiance avec la voiture. C'est là où il faut faire attention, puisque déjà on a une excellente insonorisation. Donc on ne se rend pas compte de la vitesse, on n'a pas le bruit de moteur qui va avec la vitesse à laquelle vous vous trouvez. Et comme la voiture vire à plat, on a une tendance à la pousser de plus en plus fort et de plus en plus vite. Et ça, il faut quand même faire attention. On se prend en jeu hyper facilement avec l'électrique, surtout avec les reprises qu'elle vous procure. Je vais vous faire un 0 à 100 km/h comme je vous fais dans chaque vidéo. Alors, pour cela, je vais me mettre en mode dynamique. Donc là, j'étais en mode efficiency. Il faut que j'appuie 3 fois, vous avez vu à chaque fois, je passe de efficiency à confort et ensuite de confort à dynamique. Donc là, tous les réglages sont faits pour que l'accélération soit la plus véloce possible, la plus rapide, la plus efficace possible. Le blocage de différentiel est activé si j'ai envie d'enchaîner des virages à une vitesse élevée. Je vais choisir une petite ligne droite qui va arriver d'ici un virage. Voilà. Alors regardez, on va s'arrêter. Vous allez voir, 646 chevaux, ce que ça donne. Allez, c'est parti. Oh là 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 là. Sur les premiers mètres, ça me fait exactement penser à la Tesla Model S Performance que j'avais essayé. On a vraiment tous les muscles qui sont contractés. Ça vous prend aux tripes, hein. C'est assez impressionnant. C'est vraiment qu'à partir de 110 km/h où là l'accélération se tarit un tout petit peu. Mais sur les premiers mètres, la motricité elle est sans défaut. On est catapulté à 100 km/h en seulement 3,3 secondes, je vous le rappelle. Et puis là, il n'y a pas de mode ludicrous mode comme sur les Tesla où vous devez attendre que les batteries soient à bonne température, etc. Vous pouvez enchaîner les accélérations à 3,3 secondes de 0 à 100 km/h sans aucun souci. Ça aussi, c'est un bon point sur cette Audi RS e-tron GT. Alors, les performances en reprise, elles sont aussi très impressionnantes sur autoroute, hein, puisque sur autoroute, quand vous êtes par exemple à 110 km/h, que vous voulez doubler une voiture qui se trouve à 120, là c'est pareil, il faut faire d'ailleurs très attention à votre permis de conduire, car on se retrouve rapidement à 150 ou 160 km/h. Et encore une fois, on n'a pas la sensation du bruit, la sensation sonore, elle est absente, puisqu'on est sur une voiture électrique. Le seul élément qui va vous donner une indication sur la vitesse, c'est le contour. Et ça, c'est un petit peu dérangeant à des moments. Et moi, je me suis mis en mode efficiency sur autoroute la plupart du temps parce que j'avais la vitesse bloquée à 140 km/h. Et pour mon permis de conduire, ça me permettait de le conserver. Sur le système de freinage, alors en option, vous pourrez opter pour ce fameux système de freinage en carbone céramique. Après, avec la philosophie de la voiture, je trouve pas cette option très adaptée, puisque c'est plus une GT qu'une voiture de sport. Et c'est une option qui est relativement chère, à plus de 10 000 €, je vous le rappelle. Alors, sur le freinage, un point important, c'est que vous avez un système de récupération d'énergie, comme sur toutes les voitures électriques, qui permet des décélérations jusqu'à 0,3 G. Et en fait, on se rend compte que la plupart des freinages, ils sont effectués par ce système de récupération d'énergie. Il n'y a que sur les freinages très appuyés que le freinage hydraulique intervient. Ça a une vertu quand même, hein, c'est que vos plaquettes de frein et vos disques de frein, vous allez les garder beaucoup plus longtemps, hein. Vous le savez peut-être, mais il y a des propriétaires de Tesla notamment qui s'amusent à faire de véritables records sur les intervalles de changement de plaquettes sur leur voiture électrique. Je pense qu'il y aura aussi quelques aficionados de ce type de record sur cette RS e-tron GT. Le freinage, moi je l'ai trouvé assez mordant, efficace pour arrêter ce monstre de 2,3 tonnes. Après, faut pas non plus jouer avec ce système de freinage et le pousser dans ses retranchements et penser que vous êtes au volant d'une petite voiture qui pèse 800-900 kg comme une Lotus Elise. Mais bon, ça fallait pas être devant pour s'en douter. En tout cas, sur une utilisation GT, confort, coulée,
Il est très efficace. Pour une semaine, j'ai eu à faire 3 freinages d'urgence sur les petites routes comme celle sur laquelle je me trouve actuellement. Et le freinage, j'ai jamais pu le mettre en défaut une seule fois. Comme quoi, on peut facilement allier puissance et efficacité et surtout sécurité au volant de berline de plus de 600 chevaux. Il faut maintenant conclure cet essai de plus de 2000 km au volant de cette RS e-tron GT. Ce que j'ai retenu parmi ses défauts, c'est un prix assez élevé dans cette version la plus performante. On a un volume de coffre qui perd par rapport à la version standard. Et puis également l'absence de bonus écologique, puisque la voiture, je vous le rappelle, dépasse les 60 000 €. Heureusement, elle a beaucoup de qualité. Déjà une tenue de route très sécurisante avec le positionnement de ses batteries et puis cette transmission quattro. Des accélérations juste foudroyantes. Et enfin, et surtout, cette véritable capacité à partir loin, à partir en week-end et à partir surtout en vacances avec cette voiture 100% électrique. Les amis, sur YouTube, c'est chaque semaine, je vous présente un essai détaillé. Donc abonnez-vous et activez la cloche de notification. Pareil sur notre compte Instagram, Le Vendeur Automobile, on y diffuse du contenu exclusif. Je vous invite vraiment à vous y abonner. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!